Daniel Godin est professeur au département d'études littéraires de l'UQAM et membre du CRILC. Privilégiant une approche psychanalytique dans ses recherches, il se penche principalement sur la littérature québécoise contemporaine. Il fera bientôt paraître son premier roman aux éditions La Peuplade, intitulé « Le conte est bon », et un dossier de la revue Voix et Images consacré à Madeleine Gagnon, co-dirigé avec Laurence Ouellette-Tremblay. Et Karine Rousseau est aussi professeure au département d'études littéraires de l'UQAM et membre du CRILC. Elle s'intéresse à la figure de l'autrice dans l'autofiction et aux différentes représentations des femmes dans la littérature contemporaine. Elle a publié un roman intitulé « Mon ennemi Nelly » en 2019 aux éditions Hamac. Elle est également l'autrice d'un recueil de nouvelles intitulé « Histoire sans Dieu » en 2011 et co-directrice des ouvrages « Histoire mutine » 2016, Nelly Arcan, Trajectoire fulgurante 2017 et Interpellation, Enjeu de l'écriture au-dessus 2018. Je constate que dans tous ces titres, c'est au pluriel. Alors, ce sont des histoires mutines, des histoires sans Dieu et des trajectoires fulgurantes. Et des interpellations. Elle est membre fondatrice de la librairie féministe Le Guégan. Bonjour, merci Alexis, merci Cassie de m'avoir invité à participer à cette journée d'études. Donc, lorsqu'Alexis m'a invité à participer à cette journée d'études sur les sentiments hostiles, j'ai d'abord eu le projet de venir parler de certaines querelles contemporaines entre la gauche et une certaine psychanalyse. J'aurais pris pour point de départ le manifeste lu par Paul Preciado lors du congrès de l'École de la cause freudienne, aujourd'hui publié sous le titre « Je suis un monstre qui vous parle ». J'aurais sans doute défini le concept de résistance en psychanalyse, sa dimension psychique, pour parler d'une part de la résistance à laquelle se bute la psychanalyse depuis son invention, dans la diffusion de ses idées, mais aussi dans sa pratique, mais aussi, d'autre part, sa résistance à elle, bien souvent, à entendre ce que certaines voix appartenant à d'autres champs de savoir ont à lui dire sur les questions qui concernent la sexualité et l'identité. Mais enfin, il est venu plutôt à l'idée d'inviter ma collègue Karine Rousseau à venir avec moi, disons, performer tout ça dans un morceau d'une correspondance que nous menons depuis un an et qui a principalement pour objectif de réfléchir aux tensions entre féminisme et psychanalyse, correspondance que nous désirons publier éventuellement. Donc, on essaie d'ériger des ponts entre nos champs épistémologiques respectifs, ce qui implique une part d'élaboration théorique et une part de récit. Donc, c'est un travail que nous plaçons sous l'égide de la recherche-création et on est heureuse, j'espère aussi, de venir vous en partager un morceau aujourd'hui. Et je te remercie aussi, Karine, c'est la deuxième fois que tu te prêtes au jeu de venir sur mon terrain à cette session, participer à mes événements psychanalytiques. Voilà. Donc, enfin, on a choisi de lire aujourd'hui une tranche de cette correspondance dans laquelle la question de l'hostilité s'est invitée, où care, bienveillance et psychanalyse étaient d'une certaine manière opposées. Donc, Karine et moi, on se relance, et ainsi, ce qui a l'air aujourd'hui bouclé ne l'est pas. Il y a déjà une réponse à la réponse, une réponse à la réponse à la réponse. Donc, alors, sans plus attendre, j'entame la lecture de ma lettre et Karine suivra avec la sienne par la suite. Alors, chère Karine, je me permets d'ouvrir cette lettre avec une anecdote racontée à mes étudiants, mes étudiantes récemment pour rendre intelligible une formule de Jacques Lacan que j'affectionne particulièrement. Le dire est ce qui reste oublié derrière ce qui est dit dans ce qu'on entend. Donc, quand j'étais plus jeune, mon père faisait constamment des blagues qui consistaient à décortiquer un mot pour en transformer le sens, à la manière de François Pérusse dans ses albums que nous écoutions ensemble. Si je lui avais parlé de nos divergences, par exemple, il m'aurait répondu quelque chose comme « seulement 10, pourquoi pas 12, 12 vergences ». Ça a été son genre. Donc, en vieillissant, j'ai réalisé que ces blagues surviennent la plupart du temps lorsque mon père se trouve confronté à un mot qui lui est étranger. Donc, il s'agit pour lui de faire rire en ramenant ce mot à quelque chose de connu. Donc, dans ces moments de rencontre avec l'inconnu, lors desquels j'ai pour ma part tendance à me taire, disons pour éviter la honte de mon ignorance révélée, mon père use d'un savoir-faire. Donc, il m'a fallu écrire une thèse sur les permutations pour comprendre que ce qu'il m'avait transmis finalement, qui était logé là, précisément où je n'étais amené à voir que du vide. Donc, cette capacité à percevoir le langage dans sa matière
vocale est généralement enveilleuse, oubliée derrière la compréhension du message, et elle est au premier plan chez les enfants, les poètes, les psychanalystes, qui font un usage du langage décalé par rapport à la communication ordinaire. Donc, pour l'analyste, des conflits psychiques se montrent là où on ne les attend pas, ou là où on ne les entend pas, donc je ne t'apprends rien ici. Donc, puisque dans ta dernière lettre, tu évoquais nos parcours distincts et que tu les liais à nos approches respectives, disons pour dire vite, tu parlais de ta communauté féministe, laquelle te soutenait dans le réel et te donnait aussi les outils conceptuels pour penser les difficultés systémiques rencontrées dans ton parcours universitaire. Donc, puisque tu liais nos parcours à nos approches respectives, j'ai pensé que cette anecdote-là permettait de mettre de l'avant ce qui m'a d'abord appelé, moi, dans la psychanalyse. Disons qu'elle m'a réconcilié ma soif d'apprendre et le sentiment d'imposteur qui m'ont tous les deux habité lorsque je suis arrivé, le premier de la famille, à l'université. Donc, la psychanalyse, c'est bien sûr un espace thérapeutique où a pu, pour moi, se déposer des angoisses, se résoudre des conflits, mais elle est aussi une approche du texte et du monde qui suppose que le savoir n'est pas entièrement dans les mains des savants, des savantes. Il est là, dans la parole, dans le texte, latent, entre les mots, et on peut le dégager à condition d'y consacrer toute notre attention et notre respect. Donc, ce rapport horizontal au langage m'a investi d'une humilité confiante, me permettant d'avancer malgré tout et d'aller combler les lacunes qui me séparaient de mes collègues sans me sentir écrasé sous le poids de la tâche. Donc, j'entends bien que cette posture peut être perçue comme un manque d'empathie lorsqu'elle est assumée par un analyste ou une analyste qui la performe en se taisant. L'hostilité apparente de la séance analytique se loge d'abord là, dans le silence et ce qu'on peut lui supposer. Et je pense ici au refus de ton analyste, j'en parlais dans ta lettre précédente, de t'expliquer les raisons derrière son invitation à t'étendre sur le divan et à rompre ainsi le face-à-face de la communication. Donc le silence a plusieurs vertus. Il permet de laisser toute sa place au discours de la personne qui consulte, sans qu'elle se fasse imposer une vérité venue d'en haut. Il permet également la disposition nécessaire pour se mettre à l'écoute de la parole et non seulement du message. Mais le silence comporte aussi le risque que tu soulèves, celui de laisser une personne s'enfoncer dans une culpabilité dévorante. C'est pourquoi des psychanalystes contemporains comme Nicolas Lévesque en appellent à une plus grande souplesse à l'égard du cadre rigide mis en place par Freud il y a plus de 100 ans, contrairement à Anne Dufour-Nantel que tu citais dans ta dernière lettre, qui sur ce plan précis vante un temps plus glorieux, ce sont ses mots, où l'analyse, je la cite, refusait d'aider à construire artificiellement du narcissisme, jugeant que nous en étions globalement assez bien pourvus. Donc, Lévesque écrivait récemment ces mots inspirants, en tout cas qui, moi, m'inspirent dans Liberté. Je cite, « Lorsque le théâtre prend feu, le jeu ne peut plus continuer comme si de rien n'était. Lorsque l'aire de jeu est menacée, l'analyste doit sortir de son attention flottante pour réparer le cadre ou le réinventer, afin de fonder à nouveau la marge de manœuvre. » La bande dessinée Symptômes de ton amie Catherine Oslo offre une magnifique illustration pour réfléchir à ce qui pourrait être amené à nous opposer. Donc, j'ai été très touché par cette œuvre qui, avant ma lecture de L'éclairant collectif publié chez Revue Ménage, était ma première porte d'entrée sur la pensée du care, dont j'avais une compréhension finalement assez intuitive. Donc, j'ai projeté en classe les pages magnifiques où le personnage expose sa théorie des liens. Donc, bon, je ne mets pas tous les passages à l'écran. Donc, la narratrice, si on peut dire, mentionne « Donc, je pense que nous sommes reliés entre nous par des fils, invisibles bien sûr. » Donc, ces liens sont rendus visibles dans la bande dessinée par de longs et minces traits qui s'enroulent entre les personnages et forment parfois des bulles qui entourent leurs paroles. Donc, ces liens soutiennent les personnages en devenant, par exemple, un hamac, ou ces liens peuvent aussi entraver les personnages en s'entortillant à leur corps et en limitant leur capacité de mouvement. Une image a suscité en classe plus de discussions que les autres, c'est celle-ci, qui représente donc une mère qui dit à son bébé, la cite, « Toi et moi, on se ressemble tellement, on est pareil, je me sentirai plus jamais seul. Toi et moi, on est une équipe, des amis. »
Donc, un long fil va de la mère à la fille, et aussi, bon, il y a aussi ce fil qui sort du cadre, qui donne à penser que le discours de la mère est aussi intriqué à ce qui déborde la relation, disons, familiale. Ce fil entrave ou soutient. Dans la classe, les avis étaient partagés. À mon avis, l'un ne va pas sans l'autre. Cette scène permettait en tout cas de parler de ce qui se construit très tôt, dans et par la parole de l'autre, laquelle est le vecteur de l'identification. Donc les paroles nous soutiennent et en même temps nous lèguent une responsabilité qui peut devenir pesante. Donc ne me laisse jamais seul, et la demande qui se loge en creux des mots de la mère ici, sois comme moi. Donc c'est aussi dans et par la parole que peut se détricoter ce qui nous sert à la gorge. Donc il y a vers la fin du livre quelque chose comme une caricature de psychologue silencieux que l'on peut assimiler à un psychanalyste. Donc celui-ci dit à Mireille: vous aimez voir les rides des femmes, 3 petits points, après que Mireille ait parlé du vieillissement des actrices à l'écran. Elle dit: dans mon temps, on ne les voyait pas vieillir, vers la quarantaine, elles disparaissaient, pouf, c'était fini. Donc je vois là une belle observation de Mireille, accompagnée d'une ponctuation intéressante du psy. Bon, si la délimitation visuelle ne nous permet pas de voir ce qui vient avant ou après, disons les stratégies pour la faire parler, on peut légitimement déduire, comme tu le faisais dans la lettre précédente, qu'elles sont absentes. Donc, Mireille, à la recherche de chaleur humaine, ne se prête pas au jeu de l'association libre et répond plutôt: elle est spéciale, votre approche, je ne suis pas certaine qu'elle me convienne. Donc, il y a en effet une certaine demande d'amour, d'affection à laquelle l'analyste le plus bienveillant ne peut pas répondre et que Mireille va retrouver dans un groupe de soutien qu'il va lui offrir. Donc, l'analyste ne peut pas être mon ami, me toucher, me caresser. Il ou elle peut répondre à mes questions ou les laisser en suspens selon le moment de leur émergence et selon, disons, un style d'intervention qui lui appartient. Il est probable que l'approche de cet homme ne convienne pas à Mireille. Donc, mon objectif n'est pas de faire de la psychanalyse la clé universelle de la guérison, mais c'est peut-être ici que nos chemins se séparent. Il y a, selon moi, des souffrances qu'un groupe de soutien ne peut pas accueillir et qu'un espace thérapeutique empreint d'une relative neutralité peut dénouer. Donc, je pense qu'il faut être en mesure d'envisager ces deux tableaux en même temps, c'est-à-dire les limites d'un cadre psychanalytique orthodoxe et les limites d'un soin qui émanerait de la communauté. Je crois qu'on n'a pas nécessairement à être déchiré entre ces deux pôles. Donc, si une certaine bienveillance doit évidemment encadrer la relation analytique, le silence relatif de l'analyste lui permet de devenir un tableau blanc sur lequel peut se projeter beaucoup de choses qui ne le ou la concernent pas vraiment, mais qui bénéficient de ce dispositif pour être aperçus et ensuite débroussaillés. Donc, j'ai tendance à penser que cet espace unique offre précisément un cadre sécuritaire pour se dégager des scripts culturels, personnels et fictionnels qui nous collent à la peau, suivant ton expression. Donc là, sur cette scène, on peut crier, on peut se lever, on peut partir, mentir, séduire. Autrement dit, là, on peut prendre le dessus sur ce qui nous agit, ce qui n'est pas nécessairement envisageable au quotidien, dans la rue, à la maison, au travail, voilà. Donc, ta lettre précédente me donne toutefois à réfléchir à ceci, qu'il s'agit peut-être d'un privilège de ma part de pouvoir me prêter à ce jeu sans en sortir dévasté. Donc, j'ose penser qu'une majorité d'analystes s'adaptent à chaque sujet selon ses expériences et ses limites. Le dispositif implique d'ailleurs que l'analyste ait préalablement fait un travail d'analyse. Cela lui permet de se dégager des scénarios dans lesquels il ou elle est déjà englué. C'est la condition pour pouvoir accueillir une violence ou une hostilité qui le ou la dépasse parfois sans se braquer. Ça peut aussi être la condition pour pouvoir recevoir ou entendre une demande d'amour sans y céder. Donc, les scénarios sont multiples. Mais pour répondre plus directement aux considérations énoncées dans la lettre précédente, je cite ici Jean-Pierre Lehmann, qui dit « Les psychanalystes ne doivent jamais oublier que toute écoute, toute parole, tout silence, tout geste, tout acte, aussi technique qu'il puisse être, doit toujours s'inscrire dans un processus gouverné par le care, l'attention à l'autre, le prendre soin de la personne qui s'est remise entre leurs mains. » Donc, c'est un psychanalyste qui le dit, qui reprend ici les propositions de Winnicott, qui affirmait que l'analyste devait être en mesure de s'ouvrir à une sensibilité analogue, ce sont les mots de Winnicott ici, une sensibilité analogue à la préoccupation maternelle primaire. Donc, afin de sauvegarder certains sujets de l'imprévisibilité
et de l'angoisse concomitante. Donc, je regarde derrière moi et j'essaie de mesurer la part de sollicitude et la part d'apparente insensibilité de mes deux analystes. Donc, il y a de l'un et de l'autre. Donc, au risque de la biographie, encore une fois, je dois dire que beaucoup d'interférences dans mes relations interpersonnelles passées concernaient mes rapports inexistants avec des parents biologiques jamais connus. Donc, l'analyse est devenue le théâtre d'une hostilité qu'il me fallait adresser quelque part, hors de ma communauté qui ne méritait pas de la recevoir ou qui ne méritait pas d'être en proie à une demande de loyauté qui trouvait sa raison d'être ailleurs, dans ma préhistoire. Donc, si mon analyste a été généralement très doux, il a suffi qu'il annule une séance en refusant de m'expliquer les raisons pour qu'une peur de l'abandon que je ne savais pas nommer ou circonscrire à l'époque, mais qui me précipitait dans des relations malsaines, m'apparaisse. Donc, il a fallu une pointe de violence de sa part pour réveiller la mienne, pour qu'elle puisse ensuite être accueillie. Donc, la violence est peut-être pour moi le nœud de l'affaire, le nœud entre care et psychanalyse. Où peut et doit se loger la violence qui nous habite? La littérature est certainement un lieu de son élaboration. Donc, Catherine Mavricaquis, c'est l'une de ces écrivaines contemporaines qui, pour ça, m'interpelle. Dans Ce qui restera, je la cite, elle écrit « Il faudrait inventer une réflexion capable de prendre la mesure de l'inconscient, des sentiments troubles, violents, puissants, qui surgissent dès l'adolescence et le jeune âge adulte. Il faudrait simplement penser. Il faudrait pouvoir, et là ce sont les mots de Jean-François Lyotard qu'elle place en exergue de son récit, il faudrait pouvoir s'affranchir de l'obscure sauvagerie de son enfance en effectuant la promesse. » Donc, urgence de penser la violence, urgence de penser la vulnérabilité. Suis-je, comme tu le suggères, Karine, un chercheur psychanalytique dissident? Peut-être, mais je ne crois pas que j'adhère à la formulation ainsi posée, dans la mesure où elle impliquerait que le savoir se trouve, disons, quelque part dans un lieu fixe duquel il s'agirait de s'approcher ou de s'éloigner. Ce qui est fixe et qui bouge difficilement, c'est à mon avis davantage les institutions, voire les écoles. Et comme je ne suis pas psychanalyste moi-même, je n'ai aucune fidélité à exprimer envers elles. Ma fidélité, elle est envers la recherche, envers les étudiantes, les étudiants, et je veux être à la hauteur de leurs questions et de leurs préoccupations. Comme le souligne la psychanalyste Sylvia Lippi, en prenant les mots de Preciado, la psychanalyse ne peut être que mutante, ce sont ces mots, sensible aux changements sociaux et culturels de son époque, prête à se transformer et même à se refonder. Elle souligne qu'il en va ainsi depuis son invention, qui dès le départ a intégré la pensée des sexologues de l'époque de Freud, avant de se transformer au contact de la linguistique et de l'anthropologie dans lesquelles baignait Lacan. Donc, les nouveaux savoirs issus du féminisme, des études de genre, des études décoloniales, sont ceux qui aujourd'hui obligent la psychanalyse à reformuler sa pensée ou à investir certains angles morts. Mener ce travail est complexe, puisqu'il implique de ne pas simplement annuler, dans une illusion triomphante de cohésion, ce qui appartient de part et d'autre à ces champs. Donc, dans le champ de la psychanalyse, je peux te confirmer que ce travail est en marche, mené par un ensemble de contemporains qui s'opposent à ce que Florent Gabaron-Garcia nomme le psychanalysme, un mot pour décrire la psychanalyse lorsqu'elle se place du côté de la domination et de la fabrication de l'idéologie, en niant donc par le fait même sa raison d'être. Chez Gabaron-Garcia, il s'agit notamment de faire l'histoire de la psychanalyse en relevant ses moments révolutionnaires, ses dérapages réactionnaires. Il s'agit d'analyser le contexte politique ou institutionnel de ceux-ci. Chez Fabrice Bourlaise, il s'agit plutôt d'inclure dans la réflexion psychanalytique les pensées féministes, queer, pour envisager une clinique mineure. Chez Livio Boni et Sophie Mendelssohn, qui ont récemment écrit La vie psychique du racisme, il s'agit de revenir au dialogue mené entre Octave Manoni et Frantz Fanon. Pour Tammy Ayouch, qui a écrit Psychanalyse et hybridité, genre, colonialité et subjectivation, il s'agit d'ouvrir un tiers espace où la pensée psychanalytique est mise en lumière par les écrits de penseurs et penseuses des études féministes, queer, intersectionnelles, décoloniales. Il s'agit de mener une déterritorialisation, ce sont ces mots, et une reterritorialisation susceptible de rendre habitable pour les sujets altérisés et minorisés l'unhomely de la théorie psychanalytique. Rendre ce terrain moins hostile, mais sans perdre son tranchant. Pour Laurie Laufer, il s'agit de promouvoir une psychanalyse débarrassée des préjugés naturalistes, une psychanalyse qui critique les conditions d'émergence de son savoir,
une psychanalyse qui réfléchit sur la part politique de sa pratique. Enfin, je te donne là, sans le commenter davantage, un petit panorama de ce qui se construit aujourd'hui comme pensée dans le champ de la psychanalyse, lequel ne s'est pas arrêté aux formules éculées du continent noir et de l'envie du phallus. C'est là un vaste terrain que nous aurons l'occasion d'aborder, mais je m'arrête ici pour l'instant. Et donc j'espère, Karine, que ce dialogue nous rapproche au lieu de nous éloigner. Cher Louis-Daniel, ta lettre est longue et touffue. Et encore, tu l'as coupé, hein? Vraiment, tu l'as retranché de longs morceaux. Mais enfin, ta lettre est longue et touffue. J'ai dû la laisser reposer quelques semaines avant de pouvoir y répondre. Comme toi, je crois qu'il est impossible d'offrir une seule réponse satisfaisante à tout ce que tu mets en place. Mais j'ai envie de commencer précisément là où tu t'arrêtes, c'est-à-dire sur ce que tu appelles les formules éculées, que sont le continent noir et l'envie du phallus. Je peux comprendre que le champ de la psychanalyse ne veuille pas s'arrêter à ces locutions encombrantes formulées il y a plus d'un siècle. Après tout, je connais assez ces concepts pour savoir qu'ils décrivent des phénomènes beaucoup plus larges que leur signifiant tapageur ne le laisse penser. Par exemple, le phallus, et tu me reprendras si je me trompe, constitue en fait le représentant du manque originel ressenti par l'enfant, un organe imaginaire que personne ne possède réellement, mais qui est imputé au père et dont la propriété viendrait contrer le sentiment d'incomplétude. Dès lors, l'option consisterait à être ou à voir le phallus, incarner ou posséder le symbole du manque, point d'interrogation. Formulée comme ça, la question peut être intéressante. Elle demeure foncièrement binaire, mais le dilemme soulevé peut être pertinent pour qui s'intéresse au désir de complétude narcissique chez l'enfant ou l'adulte. Le problème, qui n'est pas mince à mon sens, vient du fait que ce symbole du manque soit justement désigné par l'organe sexuel historiquement associé au masculin, renforçant par le fait même l'importance de ce dernier. Alors que les symboles phalliques pullulaient déjà dans l'art et l'architecture, Freud a cru bon de placer l'organe pénien au cœur de l'ordre symbolique en lui affublant le statut de signifiant souverain. Ses premières théories de la sexualité reposent sur ce choix qui est rapidement devenu un moteur théorique. Certaines prétendent pourtant que cette décision trouverait son origine dans la composition de son bassin d'observation. Freud avait surtout accès au quotidien d'enfants pourvus de pénis pour élaborer les fondements de la théorie oedipienne. Il se contenta d'attribuer la même importance du signifiant dans le développement de tous les enfants en écartant les critiques faites très tôt par Karen Horney, 1924, et Joseph Mueller, 1932, pour finalement tenter de pallier cette négligence dans ses travaux ultérieurs. Sans rentrer dans les détails historiques de ce que Fabienne Guillen appelle la querelle du phallus, on peut avancer que s'est jouée là une première violence misogyne, une violence symbolique qui a donné lieu à l'intérieur même de la discipline naissante à une occlusion volontaire de l'expertise des femmes que l'on reléguait par le fait même au continent noir. Je ne m'arrêterai pas longuement sur cette deuxième expression malheureuse qui, en plus de désigner un territoire délibérément méconnu, rappelle la longue histoire impérialiste et coloniale. Il y aurait pourtant beaucoup à dire sur la façon dont la psychanalyse s'est servie du récit des femmes pour édifier un savoir dont elles seraient vite exclues. La métaphore territoriale prend donc ici son sens le plus littéral, car le continent à explorer s'est vite transformé en ressources à exploiter, permettant d'asseoir un extractivisme théorique et expérimental. Extraire de la matière première pour la capitaliser sur un autre territoire ou continent, n'est-ce pas en effet une logique qui nous rappelle celle de l'industrie minière et métallurgique? Je pose la question parce que plusieurs féministes autochtones, notamment, font aujourd'hui le lien entre territoire et corps féminisé, en faisant valoir qu'une même logique sous-tend l'exploitation des ressources. Monique Wittig relevait déjà en 1980 que, et je cite, « Tandis que le langage symbolique est extrêmement pauvre et essentiellement lacunaire, les langages ou métalangages qui l'interprètent se développent chacun d'eux avec un faste, une richesse que seuls les exégètes théologiques ont égalée. » Fin de la citation. Selon Wittig, il y a donc exploitation économique de la souffrance des femmes au profit du discours psychanalytique. Mais qu'en est-il des expressions telles que le continent noir et l'envie du phallus aujourd'hui? Encore une fois, pourquoi revenir sur ces formules éculées que tu n'utilises probablement pas dans ton enseignement? Peut-être parce que contrairement aux personnes qui pensent qu'il suffirait de bannir ces expressions, et je peux garantir que ce n'était pas le cas quand je suivais mes cours obligatoires de psychanalyse à l'UQAM, je crois qu'il faille encore en rendre compte.
Dernièrement, mon psy m'a dit « J'aimerais vous dire qu'une parole peut être retirée, mais je constate tous les jours que ce n'est pas le cas. Les mots prononcés ne peuvent pas être repris et continuent longtemps de nous faire mal. En effet, les formules injustes et blessantes poursuivent longtemps leur sillage destructeur, au point où elles sont parfois transmises de génération en génération. Je n'ai évidemment pas à t'expliquer le poids des mots ni leur rôle dans les chaînes signifiantes. En tant le féminisme que la psychanalyse ont constaté les effets du langage sur les corps et les trajectoires. D'un point de vue collectif, les mots prononcés peuvent également créer des rendez-vous manqués et ou des scissions historiques dont les mouvements sociaux doivent prendre acte s'ils ne veulent pas que l'histoire se répète. Si je peux me risquer à faire une comparaison politique, je dirais que c'est comme si le mouvement souverainiste québécois refusait d'admettre l'empreinte profonde qu'ont pu laisser les mots prononcés par Jacques Parizeau au lendemain du référendum perdu de 1995. Je suis bien placée pour témoigner du séisme créé par la phrase désormais célèbre « On a perdu par l'argent et le vote ethnique ». Et je pense qu'il est désormais nécessaire de travailler à partir de cette phrase et de toutes les colères, récidives et déviations, peut-être ruminations, qu'elle a pu engendrer. Car pour observer les mutations d'une théorie ou d'un mouvement social, il peut être utile de s'arrêter au nœud qui a permis ou forcé le déplacement. Grâce à toi, j'ai lu récemment le magnifique recueil « Toute écriture est amour » de Madeleine Gagnon. Si j'ai été bouleversée par la façon dont elle place l'empathie au cœur de son engagement politique et théorique, j'ai aussi remarqué le nombre effarant de pages consacrées à arpenter, défricher et cartographier le continent noir. Comme plusieurs féministes de sa génération, Gagnon a passé énormément de temps et d'énergie à lutter contre l'exploitation capitaliste sur le terrain du continent noir. Comme les autrices de la théorie Un dimanche, je pense en France Théoret, Nicole Brossard, mais aussi et surtout à Gail Scott, elle écrit en ayant à cœur de bousculer ce qu'elle nomme l'idéologie phallique. Elle tente de mettre en place une épistémologie issue du continent de l'ombre, ce sont ses mots, car elle est prise avec une formulation dont elle doit rendre compte, et ce, même si elle offre des pages dignes d'une des plus grandes lectures de Lacan, à mon sens. Dans Le sexe unique, la norme du phallus et l'abjection de la femme chez Freud et Lacan, Paula Grumman relève toutes les études faites par des chercheurs, chercheuses féministes, où la femme est pensée comme l'inverse de l'homme, l'irreprésentable chez Irigaray ou l'inintelligible chez Butler, notamment Judith Butler. Tant d'efforts déployés par les chercheurs et chercheuses féministes ne peuvent être dissipés rapidement pour mieux se concentrer sur ce que la psychanalyse a de plus progressiste à offrir aujourd'hui. Je reconnais et apprécie les efforts faits par les théoriciens et théoriciennes que tu nommes et qui tentent de contourner des éléments théoriques empêchant de penser autrement les femmes et, en dernière analyse, tous les sujets qui ne soient pas l'homme névrotique, cisgenre, hétérosexuel et sous menace de castration. Je ne crois pas qu'il faille oublier trop vite les blessures et les bouleversements engendrés par ces formulations qui ont laissé une empreinte où se sont engouffrées trop de personnes exclues par la vision normale du développement psychique et sexuel. Alors que tout le monde voudrait passer à autre chose, en regardant vers l'avenir, les féministes sont souvent accusées de ressasser les mêmes rengaines, d'insister encore et encore sur des éléments traumatiques appartenant au passé. Mais peut-être le faisons-nous encore pour une bonne raison. Peut-être refusons-nous le mouvement qui tend à forcer une cicatrisation lisse qui exclut tout relief, toute saillie permettant de voir les entailles et les vieilles lésions. C'est ce que tu nommes avec justesse l'illusion triomphante de la cohésion, celle qui force la réconciliation en diminuant l'importance de la blessure infligée par l'autre qui ne voyait que du mal. Lorsque l'altérité est malmenée, ou quand tout, comme l'écrit du Fourmentel, risque d'être contaminé par le même, il convient d'exhiber ses plaies pour instaurer de la différence, ou de la différence avec un A, comme le dirait Derrida. Car les liens sociaux, familiaux, théoriques ne peuvent réunir que des entités antérieurement séparées. Autrement dit, sans altérité, il n'y a pas de lien possible. Et s'il est vrai, comme le prétend Gail Rubin, que la psychanalyse est une théorie féministe manquée, ce ratage historique s'explique par les exclusions et les jeux de pouvoir précédemment évoqués. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé d'école théorique dans ma lettre précédente, car le continent noir et l'envie du phallus ont fait école. Ils ont formé un centre à partir duquel ont gravité plusieurs traditions théoriques avant de permettre à d'autres électrons libres de s'en détacher pour se propulser vers l'avenir.
Certes, il existe des psychanalyses comme il existe aussi des féminismes, à l'intérieur desquels se jouent des transmutations internes. Dans ma dernière lettre, je disais d'ailleurs à la blague que je suis un bad féminisme, car comme Roxane Gay, je proviens non pas du centre, mais bien des marges du féminisme hégémonique. Comme toi, je ne pense pas que le centre est fixe et immuable, mais je le sais suffisamment influent pour tracer les limites de la dissidence et des discriminations systémiques. Je ne sais pas comment se mesure l'action des différentes forces, dans le champ de la psychanalyse. Quels sont les courants dominants? Mais j'ai tout récemment entendu le psychanalyste français Pierre-Henri Castel faire une conférence à l'UQAM au cours de laquelle il a été question des différentes lectures du Marquis de Sade, dont celle faite par Jones, Lacan et Althusser, sans qu'aucune mention à Simone de Beauvoir ne soit relayée. Alors qu'il était question de lire sérieusement Sade, c'était le titre de sa communication, Lire sérieusement Sade, alors qu'il était question de lire sérieusement Sade et de retracer des interprétations contemporaines de son œuvre, Castel n'a pas cru bon de nommer les importants travaux de Beauvoir sur l'œuvre sadienne. On pourrait croire que cela s'explique par l'angle psychanalytique choisi, mais la mention à l'intérieur de sa conférence des travaux de Blanchot ou de Foucault laisse présumer qu'une autre raison se cache derrière l'omission, volontaire ou pas, du point de vue beauvoirien. Or, il aurait été pertinent, au-delà de la généalogie critique presque exclusivement masculine qu'il a faite, de voir comment Beauvoir a elle aussi lu Sade sérieusement, en écartant les interprétations purement hédonistes et en y dégageant un réel savoir sur la condition humaine et l'échafaudage social du mal. À l'heure où les féministes sont souvent accusées de vouloir mettre en place une culture de l'annulation, c'est la fameuse cancel culture, qui menacerait d'autodafé les livres de Freud ou de Sade, il aurait également été utile d'observer comment Beauvoir répond à la question « Faut-il brûler Sade ?» en refusant d'adopter une pratique moralisatrice ou inquisitoriale. Je parle toujours de Beauvoir ici. Ce refus de la morale se trouve aussi chez des autrices comme Catherine Mavrikakis, que tu as raison de nommer pour l'importance de la violence dans son œuvre. À l'instar d'auteuristes de sa trempe, je crois que la fiction, du moins dans ses manifestations les plus ambitieuses, doit tenter une description totale de l'humain, depuis ses délires jusqu'à sa logique. C'est ce qu'ont tenté de faire Ernesto Sabato, que je viens tout juste de citer dans la dernière phrase, Cristina Peri Rossi et Pablo Neruda, alors que se profilaient dans leurs pays respectifs des dictatures aussi horrifiantes que sanglantes. Je me souviens bien du débat sur Sartre que tu évoques dans ta dernière lettre, mais que tu as coupé, et qui a eu lieu dans un séminaire que nous suivions ensemble, celui de Jean-François Hanel pour la petite histoire. À l'époque, j'étais révoltée d'avoir lu ce que Sartre pensait de l'engagement mineur, selon lui, que pouvait avoir la poésie. Seule la prose pouvait garantir à ses yeux un réel engagement, statut qu'elle ne tarda d'ailleurs pas à perdre au profit de l'engagement politique que Sartre défendit après avoir procédé au désaveu de toute sa littérature. Or, je ne comprenais pas comment l'œuvre de Pablo Neruda peut être moins engagée que celle d'un essayiste ou d'un prosateur. J'étais choquée par l'eurocentrisme inavoué de Sartre, qui refusait de voir le rôle que peut avoir l'imaginaire poétique dans les écritures de l'urgence. Au-delà de la culture littéraire, savante ou érudite, c'est surtout de la culture politique dont je me faisais alors la garante, et j'espère défendre encore cette position, car aujourd'hui encore il y a urgence, urgence de penser la violence, urgence de penser la vulnérabilité. Tes mots résonnent encore en moi, et c'est sur ta belle formulation que j'ai envie de terminer cette lettre, car l'urgence ne nous empêche pas d'avancer à tâtons, comme te l'a enseigné magnifiquement ton père, pour chercher des significations nouvelles dans les méandres du langage. Au contraire, l'urgence climatique, politique et sociale nous oblige à réfléchir avec lenteur et humilité à l'avenir des mouvements sociaux qui exigent un engagement individuel de plus en plus difficile à fournir, tant la santé mentale est fragile en ce moment. En espérant donc te lire dans l'urgence, qui nous force parfois à ralentir le pas, merci pour les réflexions fécondes, Karine.